biyateɓe wonde ko fuyɓe heddiɓe fina tawa men heddiɓe lenggu men e ko nandi. Bonsoir mesdames et messieurs et heureux de vous retrouver dans votre émission Zoom Sur comme tous les lundis soirs. Ce soir nous allons parler du colloque organisé les 13 et 14 septembre par la Banque centrale de Mauritanie sous le thème Histoire et évolution des moyens de paiement en Mauritanie. Et pour nous édifier sur ce sujet, nous avons ce soir avec nous M. Dieng Amadou Boubou, directeur général de la supervision bancaire et financière à la BCM. Bonsoir. Et j'ai également avec moi Ahmed Baba, conseiller du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, chargé de la modernisation. Bonsoir. Bonsoir. Et Mohamed Hanchi Mohamed Saleh, délégué général de l'Association professionnelle des banques de Mauritanie. Bonsoir. Sans plus tarder, je vous propose de suivre cet élément introductif. Du musée national, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a été accueilli par le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Abdelaziz Ould Dahi, plusieurs cadres de cette institution ainsi que le directeur du musée. De nos jours, on peut acheter à peu près tout ce que l'on veut, à condition bien sûr d'avoir suffisamment d'argent. Mais il n'en fut pas toujours ainsi. Avant l'invention de la monnaie, les hommes devaient recourir au troc, ce qui rendait les échanges beaucoup plus compliqués qu'aujourd'hui. Depuis qu'elle existe, la monnaie a revêtu des formes très diverses. Elle a été tour à tour monnaie marchandise, pièce, papier-monnaie. La monnaie électronique est sa forme la plus récente. Ainsi, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a suivi au cours de cette visite un aperçu sur l'histoire de la monnaie et des moyens de paiement dans le pays. En d'autres termes, cette exposition est de nature à faire remonter le temps, ou plutôt l'histoire des moyens de paiement, du troc en un jour en passant par le dinar almoravide et la création de l'Ouguiya en 1973. Un événement qui a profondément modifié la vie quotidienne des citoyens. Le président de la République a en outre eu des explications sur le cycle de vie des billets émis par la Banque centrale de Mauritanie, ainsi que des informations sur les autres moyens et outils de paiement modernes. En définitive, cette exposition qui se déroule du 13 au 27 septembre va ressusciter le passé, affirmer le présent et se projeter sur l'avenir. Il s'agit là de l'exposition organisée par la Banque centrale. Je vais demander à mon réalisateur de me passer l'élément concernant l'ouverture de l'atelier. L'objectif principal du séminaire est d'inviter les différentes parties prenantes, pouvoirs publics, experts, acteurs économiques, pour réfléchir sur les perspectives du développement des moyens de paiement en Mauritanie. L'occasion pour le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Abdelaziz Ould Dahi, d'indiquer que le choix de ce thème répond à un souci majeur des autorités monétaires, celui de contribuer à mieux assurer les fonctions importantes mise à la charge de la BCM par les pouvoirs publics conformément à son statut. Il a souligné que le système de paiement monétique national permet aussi à tous les porteurs de cartes mauritaniennes d'effectuer des paiements électroniques, principalement dans les grands commerces. Ainsi, l'objectif de la Banque centrale de Mauritanie est d'étendre l'acceptation des cartes bancaires à de nouveaux secteurs économiques, notamment les services publics. La Banque centrale, dans le cadre de sa stratégie de développement, elle met l'accent sur le développement des moyens de paiement qui constitue l'une de ses missions principales, mais qui constitue aussi l'un des leviers de développement économique en permettant aux acteurs économiques d'échanger plus rapidement et d'une façon beaucoup plus fluide et en permettant à l'économie mauritanienne d'être beaucoup plus connectée au reste du monde. Cette manifestation marque le début du lancement de certains projets structurels qui vont permettre à la Banque centrale de Mauritanie d'intervenir pour développer les différents systèmes au niveau de la monnaie structurelle et du paiement électronique. Merci Bokar Baylaba. Donc, sans plus tarder, ma première question s'adresse à Ahmed Baba, qui est conseiller du gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie chargé de la modernisation.
Pouvez-vous nous dire pourquoi la BCM a organisé cette manifestation? Oui, très bien. Donc, pour un peu situer le contexte de cette manifestation, je voudrais rappeler qu'il y a à peu près 2 ans, la Banque centrale a entamé une réflexion stratégique visant à définir un plan stratégique pour la modernisation du secteur bancaire, du système bancaire en général et du secteur financier en général. Et donc, c'est la base d'un diagnostic et d'une analyse approfondie. La Banque centrale a établi un plan stratégique, a défini un plan stratégique pour à court et à moyen terme, donc pour les 3 et 5 prochaines années, visant à réussir la modernisation et le développement de ce secteur. Parmi les résultats de cette orientation stratégique, il a été notamment question de mettre l'accent, d'accorder une priorité au développement et à la modernisation des systèmes et moyens de paiement. Voilà. Donc, il va sans dire que ce projet est un projet qui doit engager toute la communauté bancaire et financière, ainsi que les institutions publiques financières, telles que le Trésor et la Direction générale des impôts, entre autres. Et donc, il a fallu effectivement organiser ce séminaire pour mettre toutes les parties prenantes ensemble, tous les partenaires ensemble, pour définir et mettre en œuvre cette stratégie de modernisation du système national de paiement. Monsieur Dieng, en tant que superviseur, qu'est-ce que vous attendez de ce séminaire? Merci de la question. Ce que j'attends de ce séminaire, c'est qu'on atteigne les objectifs qu'on s'est fixés. C'est le changement du rapport que nous avons avec le fiduciaire. Quand je dis fiduciaire, je parle de l'argent. Il a été constaté au cours de ce séminaire, d'ailleurs c'est constaté avant même ce séminaire, mais ça a été quand même, on a beaucoup rabâché de ça, nos rapports avec l'argent. La population en tout cas est en train de massacrer l'argent. Vous mettez l'argent dans vos malles, vous mettez l'argent dans vos pagnes. Nous utilisons beaucoup de fiduciaires, ça coûte très cher. Cette utilisation de l'argent, ces billets qui sont mutilés, cette manière que nous avons d'utiliser notre argent, ça coûte très cher à la Banque centrale et ça coûte très cher à l'État, ça coûte très cher aux contribuables. J'attends à ce que ça change après ce séminaire. J'attends de ce séminaire, le résultat de ce séminaire, c'est une augmentation du taux de bancarisation. Nous en reparlerons certainement, nous avons un taux de bancarisation que nous considérons comme assez faible. Et il y a des avantages à avoir un taux de bancarisation très élevé. Il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. J'attends à ce qu'il y ait que le taux de bancarisation soit beaucoup plus élevé qu'il ne l'est actuellement. J'attends de ce séminaire la modernisation. Il y a des projets, beaucoup de projets à la Banque centrale. Depuis 2015, il se passe beaucoup de choses à la Banque centrale. Nous avons des projets de modernisation des moyens de paiement. Ces projets ont été entamés. C'est au milieu de la réalisation de ces projets qu'on a organisé ce séminaire. J'attends que cette modernisation aboutisse. Entre autres, c'est ce que j'attends du séminaire qui s'est passé. Monsieur Mohamed Hanchi, vous êtes le délégué général de l'Association professionnelle des banques de Mauritanie. En votre cas, qu'attendent les banques commerciales de ce projet? Est-ce qu'elles seront prêtes pour accompagner ce projet? Tout à fait, absolument. Nous, au niveau de la profession, nous considérons que la Banque centrale a pris cette initiative au bon moment. Nous pensons que le timing est tout à fait bien choisi. Il y avait avant cette manifestation la phase d'étude, les phases d'évaluation, les phases de planification stratégique. Le séminaire est venu pour essayer de faire en sorte à ce qu'après cette rencontre, toute cette phase préparatoire, toutes ces phases préparatoires, toutes ces études, tous ces plans d'action stratégique soient appliqués, soient faits, traduits dans les faits. Et nous, au niveau de la profession, nous sommes preneurs, bien entendu, nous sommes demandeurs. Et je tiens ici à dire que la Banque centrale associe la profession à chaque fois, bien sûr, que cela doit se faire, à chaque fois que ça se fait. Et les mesures prises par la Banque centrale avant ce séminaire et pendant ce séminaire recoupent les demandes formulées par la profession. C'est nous qui manipulons les espèces. Ce sont les caissiers qui gèrent le fiduciaire. Ce sont les GAB, nos guichets automatiques et nos TPE qui utilisent les cartes. Et ce sont in fine nos clients qui sont les principaux utilisateurs du service financier dans sa globalité.
Et comme la Banque centrale a décidé de moderniser tous ces aspects, de franchir un nouveau palier pour mettre à notre disposition, nous et les usagers de nos services, de nouvelles plateformes modernes, un nouveau cadre institutionnel efficient, une mise aux normes et aux standards internationaux. Donc, nous considérons que c'est une très bonne action et nous en profitons pour remercier la Banque centrale, M. le gouverneur et ses collaborateurs pour avoir pris cette initiative. Et nous attendons beaucoup de la mise en place des recommandations qui ont été faites pendant ce séminaire. Et je dois aussi saluer le niveau des débats. Le public a vu des aspects de la manifestation, le public a vu l'ouverture officielle, le public a vu le musée. Malheureusement, le public n'a pas assisté aux débats qui se sont passés en atelier. Et là, c'était des débats techniques de très très haut niveau qui ont permis d'étudier les questions dans leur globalité, la mise en relief de tous les obstacles et des propositions idoines pour qu'à terme, à plus ou moins court terme, tous les obstacles soulevés soient complètement dépassés. Donc, nous sommes tout à fait contents de cette initiative et nous attendons beaucoup des résultats, de l'application des résultats et recommandations qui ont été faites pendant ce séminaire. Monsieur Ahmed Baba, pouvez-vous définir aux téléspectateurs et à nous-mêmes, c'est quoi les moyens de paiement électronique? Effectivement, comme l'a dit monsieur le secrétaire général de l'association professionnelle des banques, le sujet est très technique, mais on va quand même essayer de l'expliquer afin que tout le monde puisse en avoir une idée. Les moyens de paiement déjà, pour revenir aux moyens de paiement, qui sont de deux types en général, grosso modo. Les moyens de paiement scripturaux, donc c'est les chèques qui sont connus par le grand public. Il y a aussi les virements qui peuvent être des virements aussi bien domestiques, c'est-à-dire que des transferts à l'international, à l'étranger, n'est-ce pas? Il y a aussi parmi les moyens de paiement scripturaux, un moyen de paiement qui est considéré comme moyen de paiement scriptural, même s'il est plutôt aussi, c'est la phase, dans certains aspects, c'est aussi utilisé comme moyen de paiement électronique, c'est la carte bancaire. Donc la carte bancaire qui commence à être très utilisée en Mauritanie, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. Maintenant, les Mauritaniens commencent à avoir comme habitude d'utiliser leur carte internationale pour leurs déplacements, pour leurs vacances à l'étranger. Il y a aussi les touristes et les étrangers qui visitent la Mauritanie qui maintenant ont la possibilité effectivement d'utiliser leur carte internationale. Donc il y a les cartes de paiement. Donc ça c'est grosso modo les moyens de paiement les plus, on va dire, les plus populaires, les plus connus. Il y en a d'autres parmi les moyens de paiement scripturaux. Il y a la traite, bon ça c'est un peu plus spécifique pour le commerce et pour les banques. Donc il y a les moyens de paiement scripturaux. Il y a les moyens de paiement électroniques maintenant qui consistent surtout à l'utilisation des paiements sur Internet. Donc quand vous utilisez sur un navigateur Internet, vous accédez à une boutique électronique pour, disons, effectuer un achat d'un service ou d'un bien. Il y a aussi le paiement par mobile, donc par la téléphonie mobile. Donc ça c'est un nouveau paiement, un nouveau mode de paiement qui commence à se développer, dans le monde. En Mauritanie, il n'est pas encore assez bien développé. Justement, l'un des objectifs, c'est peut-être effectivement de... Et il y a une autre panoplie de moyens de paiement nouveaux qui sont aussi, disons, à l'étude. Tous ces moyens de paiement, en fait, transitent à travers ce qu'on appelle des systèmes de paiement. En fait. Ils vont, in fine, après une compensation pour les moyens de paiement de détail, aboutir à un règlement au niveau de la Banque centrale. Et c'est la Banque centrale qui a l'exclusivité et qui a la responsabilité, effectivement, d'assurer ce règlement, définitif. Donc, en espérant être un peu, disons, suffisamment clair pour que tout le monde comprenne, donc l'enjeu est très important. L'enjeu est très important puisque vous aurez compris que la sécurité, la fiabilité des transactions financières dépend étroitement de ces systèmes de paiement. Et donc, effectivement, d'où l'importance et la priorité accordée à ce projet. Monsieur Diam, maintenant qu'on a compris les moyens de paiement, où est la bancarisation dans notre pays? Je vous remercie pour cette question qui est assez importante. Parce que quand on parle de moyens de paiement,
cela suppose la bancarisation. Si on n'est pas bancarisé, les moyens de paiement, vraiment, pour les utiliser, ça pose un problème. Mais la bancarisation, d'abord, c'est quoi? C'est quoi la bancarisation? C'est défini comme le pourcentage de la population active d'un pays qui dispose d'un compte bancaire. C'est défini autrement aussi comme les agences bancaires disponibles, localisées dans un espace géographique donné. Pourquoi c'est important la bancarisation d'abord? Parce qu'on parle toujours de la bancarisation. C'est important. Pourquoi la bancarisation est importante pour le pays? Pourquoi elle est importante? Donc on va voir ça à 3 niveaux. D'abord pour le consommateur, l'individu. Quand vous venez, vous voyez quelqu'un dans la rue, vous dites, monsieur, vous devez vous bancariser. La première question qu'il va vous poser, quel intérêt ai-je à me bancariser? Quel est l'intérêt que nous avons à avoir des comptes bancaires? Il y a d'abord la sécurité. Quand vous gardez votre argent chez vous, vous êtes en tout cas exposé à tous les dangers possibles, imaginables. Quand vous l'avez dans un compte bancaire, vous avez en sécurité. Quand vous avez votre argent en compte bancaire, vous êtes plus enclin à recevoir des services financiers de la banque. N'est-ce pas? Et les études montrent qu'un pays qui a un taux de bancarisation très élevé a un seuil de pauvreté très élevé. Donc pour sortir de la pauvreté, il faut nécessairement une bancarisation. Ça, c'est au niveau de l'individu. Mais au niveau de la banque, à quoi ça sert la bancarisation? D'abord, c'est des ressources nouvelles. C'est des nouveaux clients avec des ressources. C'est des liquidités. Ces liquidités sont utilisées pour faire des crédits. Quand vous faites des crédits, vous augmentez vos recettes. Quand vous augmentez vos recettes, vous augmentez votre résultat. Donc c'est bon pour la solidité des banques. Mais pour l'État, la bancarisation, ça sert à quoi? Pourquoi faut-il bancariser? Vous avez, d'abord, il y a la traçabilité des opérations financières. Si vous êtes dans le secteur informel, si vous n'avez pas de compte bancaire, les opérations que vous faites ne sont pas traçables. Il n'y a pas de revenus pour l'État. Et vous êtes susceptible d'être source, votre pays est susceptible d'être source de blanchiment d'argent. Donc, ça augmente les revenus de l'État. C'est important pour un individu, c'est important pour la banque. Et le financement de l'économie, ça crée de la croissance, ça crée de l'emploi. C'est important donc d'être bancarisé. Tous les pays du monde sont en train de chercher à augmenter leur taux de bancarisation. Alors nous avons quoi? Nous avons un taux de bancarisation, en tout cas que nous venons de calculer, qui est de 17,9%, à peu près 18%. Ce taux est particulièrement faible par rapport au taux de bancarisation, par exemple, du Maroc, qui est de 64%. Il est aussi faible par rapport au taux de bancarisation à Tunisie, qui est de 47%. Mais il est équivalent au taux de bancarisation de la Côte d'Ivoire. Il est plus élevé que le taux de bancarisation du Sénégal de 2 points. Il est plus élevé que le taux de bancarisation du Mali, qui est de 15. Nous avons 17, donc de 2 points, 2, ou de 3 points à peu près. Donc nous avons un taux de bancarisation respectable par rapport à la sous-région, en tout cas de l'Afrique de l'Est, assez faible par rapport aux pays du Maghreb. Qu'est-ce qui a fait que nous avons eu ce taux de bancarisation? Nous sommes passés d'un taux de bancarisation de 4%, qui est très faible. Nous avons, à partir de 2007, commencé à agréer des banques à capitaux privés étrangers. Ces banques avaient une stratégie qui était quand même différente de la stratégie des banques locales. Ça a attiré un certain nombre de clients. Il y avait des prospections qui ont fait que le taux a un peu augmenté. Et à partir de 2012, nous avons commencé à agréer des banques offrant des services exclusivement islamiques. Il y avait un pan de la population qui, pour des raisons religieuses, ne voulait pas s'adresser aux banques. Dès l'instant où on a agréé des banques offrant des services spécifiquement islamiques, le taux de bancarisation a augmenté et nous sommes passés de 4% à 18%. Un taux, je répète, qui n'est pas encore assez élevé, en tout cas pour nos objectifs, parce qu'il est très faible par rapport aux pays du Maghreb, même s'il est un peu plus élevé que le taux de bancarisation dans les pays de l'Afrique de l'Est. Monsieur Mohamed Hanchi, où en sont nos banques nationales? Est-ce qu'elles sont prêtes à suivre les recommandations de l'atelier? Tout à fait, tout à fait. Moi, je voudrais commencer par là où finit monsieur le directeur général, parce qu'il faut ajouter un élément important qu'il a oublié. Parmi les raisons qui ont stimulé la bancarisation et qui ont permis à son taux de plus que quadrupler en un temps record, il y a la politique commerciale des banques. Les banques ont mis en place une politique commerciale dynamique et agressive, qui s'est traduite, comme il l'a si bien dit,
par une couverture spatiale entre ce qu'on appelle les taux de pénétration, parmi les plus élevés de la sous-région. Pour vous donner un chiffre, nous sommes aujourd'hui à 270 agences, soit à peu près une agence pour 13 000 habitants. Il y a 6 ans, nous étions à une agence pour 45 000 habitants. Nous sommes loin du standard tunisien, vous avez une agence pour 3 000 habitants, le standard marocain, mais nous dépassons le standard de la zone euro. Les banques ont investi d'une manière conséquente et considérable, non seulement dans le développement classique des réseaux, comme la construction des agences, les équipements, la démarche commerciale, mais aussi dans la prospection, dans les équipements, dans la politique de marketing, dans la définition et la détermination et la mise sur le marché de produits qui répondent aux besoins et à l'attente de la clientèle. La clientèle étant segmentée comme il y a un peu d'usage partout, les banques font des offres spécifiques à chaque segment. Donc ça, ce sont des éléments qui sont venus concourir et nous pensons que si cette dynamique se poursuit, la bancarisation ira crescendo. Moi, l'un des reproches que je fais un peu à la presse nationale, c'est que quand elle énumère, si bien d'ailleurs, les réalisations faites par les autorités nationales, par le pays ces dernières années, vous parlez des infrastructures, ce qui est d'ailleurs très bien, l'électrification, tout ce qui se passe, que personne ne peut contester, mais généralement, vous oubliez que sur le plan de l'inclusion financière, des pas considérables ont été atteints. Il y a quelques années, des experts, des visiteurs, des touristes se présentaient en Mauritanie avec toutes les cartes de paiement et de crédit, et aucun ne pouvait faire un usage. Ni retrait ni paiement. Aujourd'hui, non seulement toutes les cartes, la principale carte aujourd'hui, notamment les deux principaux réseaux internationaux que sont Visa et Mastercard, sont non seulement acceptés dans les commerces, dans les GAB, les guichets automatiques de banque pour le retrait, mais aussi elles existent chez nous en émission. C'est-à-dire que la clientèle résidente peut recevoir de sa banque, les clients résidents peuvent recevoir de sa banque à moyen une carte de paiement international comme Visa ou comme Mastercard. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire les géants chinois IP qui est en train de concurrencer d'ailleurs ces deux grandes agences. Notre régime de groupement que nous avons créé avec la Banque centrale qui s'appelle le groupement interbancaire pour la mobilité et les compensations est une plateforme opérationnelle. C'est une infrastructure qui répond à tous les standards, qui bénéficie de la certification PCI DSS. C'est le conseiller qui s'y connaît mieux que nous pourra vous dire que c'est une des plus grandes certifications aujourd'hui. C'est un label. Quand vous l'avez, c'est un titre de notabilité. C'est en fait. Et aujourd'hui, cette infrastructure est en train de se développer et c'est elle que vont se greffer tous ces projets innovants qui se mettent en place. Donc les banques, pour revenir à votre question, sont tout à fait prêtes à accompagner. Et je salue encore une fois l'esprit de coopération qui nous avec la Banque centrale, qui est à la fois notre tutelle, notre régulateur, mais surtout notre partenaire. Et qui à chaque fois nous associe aux décisions stratégiques qui nous concernent. Et ensemble, nous évoluons, nous avons pu évoluer. La place financière aujourd'hui est une place financière respectable, qui dégage des profits, des produits nets bancaires, c'est-à-dire ce qui est grosso modo l'équivalent des chiffres d'affaires dans les banques, dans les entreprises classiques, dépasser les 48 milliards de milliards l'année dernière. Les crédits à l'économie dépassent les 800 milliards de milliards. Donc, si vous voulez, comme l'a dit le directeur général, si vous faites le bilan sur les 7 dernières années, vous trouvez qu'il y a une progression impressionnante. Et on aurait voulu que vous, gens de presse, quand vous parlez désormais de la progression que fait le pays, vous dites que le pays aussi, sur ce plan, s'est modernisé, a eu plus de banques, plus d'agences, qui est devenu connecté au réseau de paiements internationaux. Et là, la Banque centrale met en place des chantiers extrêmement ambitieux. Je salue le travail parce que les gens vont parler du séminaire. Moi, je connais ce qui s'est préparé, ce qui s'est passé avant le séminaire. Pour avoir le produit fini que vous avez eu, il y a des hommes, des cadres de la Banque centrale. On travaille nuit et jour. Et aujourd'hui, nous avons un système référentiel qui est tout à fait équivalent à tout ce qui se passe dans les meilleurs standards du monde. Vous ne pourrez pas trouver une norme de gestion prudentielle, quelle qu'elle soit, les normes dictées par BAL, le comité de BAL, qui est une structure informelle, mais qui dicte une réglementation prudentielle extrêmement au point. Nous sommes aujourd'hui conformes. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les experts du Fonds monétaire qui le disent quand ils évaluent les systèmes financiers dans sa globalité. Et ce sont les auditeurs externes, parce que nous avons fréquemment recours à des cabinets internationaux qui évaluent nos banques. Un autre indicateur très important, c'est la baisse conséquente du niveau des impayés dans nos portefeuilles. Il fut un temps où les crédits distribués à la clientèle étaient impayés à plus de 40%. Ce chiffre aujourd'hui, monsieur le directeur général, il est moins de 20%.
il est moins de 20. Et généralement, ce sont des créances. Ces déchets sont provisionnés. Et donc, en d'autres termes, la gestion des actifs s'est beaucoup améliorée. Et nous remercions beaucoup la Banque centrale qui nous accompagne. La formation aussi. La Banque centrale est un partenaire très important. Nous avons notre centre de formation. M. Djeng est un maître de conférence chez nous. Mais la Banque centrale nous accompagne. C'est-à-dire que toute la communauté bancaire forme ses élites, ses cadres. Aujourd'hui, nos cadres sont au diapason de toutes les innovations qui existent. Et nous pensons que ce séminaire s'inscrit exactement dans cette dynamique moderne. La banque de demain, son virage a été entamé la semaine dernière. La banque de demain, c'est une banque digitale, c'est une banque numérique, c'est une banque de proximité. Et là, il faut se préparer. Mais nous pensons que nous avons mis ici mis en place la fondation d'un système financier moderne pour l'avenir et pour les générations futures. La transition est toute trouvée. Monsieur Ahmed Baba, maintenant que l'atelier a été fait, quelle est la prochaine étape? Oui, les prochaines étapes. Avant de parler des prochaines étapes, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire le secrétaire général de la PBM, que je trouve d'ailleurs très pertinent et très profond, surtout concernant l'inclusion financière. Donc, à un moment donné, on parle de bancarisation, d'inclusion bancaire. Je pense qu'il faut aller au-delà et parler plutôt d'inclusion financière pour, disons, pouvoir toucher et inclure financièrement les populations qui n'auront jamais de compte bancaire. On sait que dans certains coins reculés du pays, il n'y aura pas d'agence bancaire, en tout cas pas à court terme. Donc, ce qui fait que ces populations-là, il ne faut pas non plus les priver des services financiers. Des services financiers qui sont des services, on va dire, officiellement reconnus et qui offrent toutes les garanties en termes de sécurité et de fiabilité, n'est-ce pas, et qui dépendent d'un cadre légal et réglementaire aussi et d'une supervision de la Banque centrale. Donc, ce qui fait que l'un des axes de développement, c'est les recommandations qui ont été faites lors de l'atelier, c'est effectivement de prévoir la mise en place de nouveaux établissements financiers qui pourront offrir des services financiers non bancaires, pas forcément des banques, et qui peuvent effectivement permettre d'inclure financièrement ces populations-là. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour continuer une publicité un peu gratuite pour le Gimtel, qui est la création effectivement de l'association des banques, qui est un GIE, donc un groupement d'intérêt économique entre la Banque centrale et les banques. Le Gimtel a assuré un service récemment de paiement par l'agence Tadamoun, qui dépend de l'État, via des cartes de paiement, des cartes prépayées à des populations, disons, nécessiteuses. Donc, ils ont profité de l'aide de l'État en utilisant des cartes de paiement prépayées sans ouvrir de compte bancaire, parce que c'est des gens qui sont pour la plupart illettrés ou analphabètes même, dans certains cas. Donc, ce qui fait que, l'un des plaisirs peut-être, monsieur le secrétaire général, les banques non plus, peut-être à terme, il y aura une possibilité effectivement d'inclure financièrement les populations les plus défavorisées sans passer forcément par les banques. Mais ce que j'apprécie d'autant plus quand monsieur le secrétaire général parle de banque digitale, effectivement la banque digitale pourra effectivement prendre ce créneau aussi. Et donc effectivement tous les espoirs sont permis. Bon, pour revenir à votre question sur les prochaines étapes. Les prochaines étapes, effectivement, l'une des recommandations qui a été faite et un comité donc, de suivi a été désigné pour suivre ces recommandations, la mise en place de ces recommandations, c'est la mise en place d'un conseil national de paiement. Donc, il va regrouper tous les acteurs, donc bien sûr la communauté bancaire, les banques, l'ensemble des banques, les grandes institutions financières publiques, donc la Direction générale du Trésor ainsi que la Direction générale des impôts, et donc au-delà même les douanes, tout le ministère des Finances, et les opérateurs de télécom, puisque vous aurez compris qu'il faut une infrastructure réseau et informatique pour supporter ce système de paiement. Donc tous les acteurs, toutes les parties prenantes doivent être constitués dans un cadre qu'on peut d'ores et déjà appeler le Conseil national de paiement, bien sûr sous le pilotage de la Banque centrale, pour mettre en œuvre ces recommandations
et donc atteindre les objectifs visés. Une dernière chose, hein, peut-être j'ai été trop long, mais une dernière remarque que je trouve importante, et là je rebondis encore une fois sur ce qui a été dit par le secrétaire général, qui nous a rien laissé à dire d'ailleurs, c'est que le plan d'action qu'on a déjà, sur lequel on a travaillé pendant quelques années, donc, avec donc, les cadres de la Banque centrale, et, nous avons été confortés par nos partenaires étrangers, donc la Banque mondiale, et le FMI, le Fonds monétaire international, ainsi que le Fonds monétaire arabe, le FMA. Donc nous avons été confortés. Ils nous ont effectivement, on va dire, tout à fait mis leur label et leur bénédiction à ce projet et qui respecte les standards technologiques, mais aussi prudentiels, hein, en matière de supervision et en matière de sécurité et de stabilité. Monsieur Dian, en tant que superviseur, quel est le standard du contrôle des banques en Mauritanie? Avant de répondre à la question, moi aussi je rebondis sur ce qui a été dit sur la bancarisation. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'agences bancaires. Il y a eu 270 agences, comme l'a dit le délégué général. Il y a eu 122 institutions de microfinance, parce que quand on parle de bancarisation, ce n'est pas seulement les banques, il y a aussi les autres établissements de crédit. Mais quand on analyse ces agences, on va trouver que vous avez entre Nouakchott et Nouadhibou 56% des agences bancaires. Et vous avez l'intérieur du pays, certaines régions en tout cas qui n'ont pas assez d'agences bancaires. Il y a ce qu'on appelle des barrières pour la bancarisation. Des barrières à la bancarisation, il y a des barrières physiques, c'est la distance que vous allez faire pour trouver une agence bancaire. Quand vous êtes comme moi de Bababé, si vous habitez Bababé, si vous voulez retirer de l'argent ou si vous voulez avoir un compte bancaire, vous devez faire 45 km pour aller à Bogué ou 35 km pour aller à Kédi. Ça, ce n'est pas quelque chose qui encourage la bancarisation. La concentration des agences à Nouakchott, c'est important parce qu'on considère que si une population, vous avez 5 000 à 8 000 habitants par point bancaire, vous êtes un pays bancarisé. Quand vous répartissez les agences dans des régions, quand vous voyez à Nouakchott, vous avez 4 000 habitants par agence. Nous respectons. Quand vous voyez Nema, vous avez 28 000 habitants par point bancaire. Nous sommes loin de respecter. Donc cette répartition des agences pose problème. Qu'est-ce que nous allons faire par rapport à ça? Les banques ne peuvent pas ouvrir des agences partout parce qu'une banque, c'est une étude de faisabilité, c'est la rentabilité. L'agence coûte très cher, elle est très lourde. Quand vous demandez à une banque d'ouvrir une agence à Bababé, cette banque va faire une étude et elle va trouver certainement que Bababé, il n'y a pas assez de liquidité pour eux. Ce n'est pas rentable d'ouvrir une agence bancaire. Mais vous pouvez ouvrir là-bas une institution de microfinance. Donc nous allons privilégier l'agrément des institutions de microfinance qui vont se localiser dans les régions pour augmenter la bancarisation. Quant à votre question, vous savez, tout ça, c'est lié à ça. Si vous avez une mauvaise supervision bancaire, si vous ne respectez pas les standards internationaux, ce n'est pas la peine de demander aux gens d'être bancarisés. Parce que leur argent est peut-être plus en sécurité avec eux que dans des banques qui ne sont pas bien supervisées. Nous sommes, quoi qu'on pense, quoi qu'on dise, parce qu'en Mauritanie, vraiment, on est libre, on dit ce qu'on pense, on dit des choses sans enquête, nous respectons des standards internationaux. D'abord, nous sommes membres des groupes de superviseurs francophones, membres des groupes de superviseurs arabes. Tout ce qui se fait au niveau de Bâle, c'est Bâle vraiment le lieu où s'élaborent les normes. Nous sommes d'abord informés avant que la norme ne soit mise en place. Nous disons ce que nous pensons de cette norme et quand elle est mise en place, nous essayons, de nous conformer aux normes de Bâle. Donc tout ce qu'on est en train de dire ici, que ce soit le ratio de solvabilité, c'est très technique, bien sûr, je ne vais pas m'attendre dessus, en tout cas toutes les normes, que ce soit des ratios de solvabilité, de liquidité, que ce soit la gouvernance, que ce soit le contrôle interne, tout ce qui se fait de mieux sur le plan international, nous l'appliquons ici. Il y a toujours des choses à améliorer. Et ce n'est pas peut-être bien de dire, oui, nous sommes bons. Il y a toujours des choses à faire. Il y a des améliorations à faire. Mais nous savons qu'il y a des régions ici, il y a des pays à côté de nous qui bénéficient de beaucoup de publicité, mais nous sommes en avance par rapport à ces gens. Ce n'est pas nous qui le disons, parce que nous avons les mêmes partenaires techniques. Nous avons les missions des FMI qui viennent ici, qui évaluent financièrement la Mauritanie, qui viennent à la Banque centrale,
et qui partent voir les banques sans notre présence. Nous ne les accompagnons jamais. Ils vont, ils voient eux-mêmes, ils font des rapports. Nous avons des gens de la Banque mondiale qui viennent travailler avec nous. Et pas plus tard que ce matin, nous avons eu des gens de la Banque mondiale qui viennent. Nous avons donc, nous respectons des standards internationaux. Il se peut, il s'est pu passer quelque chose dans le temps, une banque avec des problèmes qui tombent en faillite, qu'on liquide. La réaction de la population n'est pas toujours agréable à entendre, mais c'est comme ça. Nous sommes comme des médecins. Quand vous êtes malade, le médecin essaie de vous soigner. Vous avez mal au doigt, il essaie de vous soigner. S'il arrive à vous soigner, c'est bien. Sinon, quand la maladie est en train de monter, il va couper le doigt pour préserver votre corps. C'est ça le système bancaire. Nous sommes chargés de la stabilité financière. Quand, dans le meilleur des mondes, c'est que toutes les banques se portent bien. S'il y a une banque qui est malade, qui ne se porte pas bien, qui est très mal gérée, parce que nous avons toutes les normes, les normes de gouvernance, comment gouverner une banque. Nous vérifions, nous allons dans les banques voir comment les banques sont gouvernées. S'il y a une banque qui n'est pas bien gérée, qui est mal gouvernée, qui risque de tomber en faillite, en tombant en faillite, d'entraîner une autre banque, c'est de la bonne supervision que d'amputer ce membre-là du corps humain pour que le corps puisse guérir, rester sain. C'est arrivé, mais c'est arrivé très rarement. Vous comprenez que depuis 1993, les banques sont privatisées. Depuis 1993, aucune banque n'est tombée en faillite. Une seule banque est tombée en faillite en Mauritanie. Il y a des pays où chaque 6 mois, il y a une banque qui tombe en faillite. On la liquide, ça passe. Le fait que depuis 1993 jusqu'à présent, il n'y ait qu'une seule banque qui soit tombée en faillite, ça prouve que les banques mauritaniennes sont assez solides. Et ça, nous le répétons partout. Quelqu'un va vous dire, oui, ça, c'est des boutiques. C'est faux. Il y a aujourd'hui 440 milliards de guillas comme encours de crédit que les Mauritaniens ont. On va nous dire que les banques mauritaniennes ne financent pas l'économie. Ces 440 milliards de guillas, on les a mis où? C'est avec les Mauritaniens. On a construit des maisons avec. On a financé des projets avec. Ça, c'est le système financier qui le fait. Vous ne pouvez pas vous développer sans système financier performant. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. Et je pense que ce n'est pas moi qui le dis, c'est vraiment, je ne veux pas parler de ça. Je veux que les autres en parlent. Je veux que vous lisiez les rapports du Fonds monétaire international, que vous lisiez les rapports de l'Afrique. Vous allez trouver que nous avons en tout cas un système bancaire qui est bon. Ça ne veut pas dire qu'on va croiser les bras. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à faire une pression sur les banques. Hanchi peut en témoigner et nous ne faisons rien. Toute la réglementation que nous mettons en place, nous nous concertons avec la profession bancaire. Notre méthode, c'est la concertation. On a tout le pouvoir, en tout cas, le législateur nous a donné des pouvoirs d'édicter la réglementation sans nous consulter avec personne, mais ça ne donne pas. Il faut que les gens acceptent cette réglementation, il faut qu'on discute avec eux. Parfois, ils nous donnent des idées qui sont, parce que c'est des cadres aussi, c'est des gens qui ont une expérience, ils nous donnent des idées qui font qu'on change, par exemple, une instruction, qu'on change certaines dispositions de l'instruction. Mais nous avons un système qui est solide. Mais la solidité d'un système financier ne veut pas dire qu'on va se contenter de ça. On va continuer à améliorer. Sur le plan international, les choses sont en train de changer. Ça évolue rapidement. Et nous essayons d'évoluer avec les standards internationaux. Nous n'avons... j'aime pas me comparer aux autres, mais je voudrais bien que vous jetiez des coups d'œil aux différents rapports de nos partenaires. C'est vrai que c'est un peu le rôle de la presse, mais est-ce que vous communiquez assez bien? Oui, ce séminaire, c'est une communication. C'est une grande communication. Mais ça n'arrive pas tous les jours, les séminaires. Donc, on ne répond pas. Parfois, il y a des... Je ne sais pas. Le système bancaire, vous savez, le système bancaire, la Banque centrale, son rôle, c'est très sérieux pour qu'on réponde, par exemple, à des attaques sur le net avec des choses qui ne répondent à rien. Non. On est au-dessus de ça. Ce n'est pas ça la communication. Vous êtes au-dessus de la... Voilà, ce n'est pas ça la communication. Mais vous devez chercher l'information. Cherchez-la. Inch'Allah, voilà. Okay. Monsieur Mohamed Hanchi, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il vient de dire. Non, il a été, comme d'habitude, tout à fait complet et clair. Et comme il l'a si bien dit, la meilleure réponse aux attaques, ce sont les résultats sur le terrain. Absolument. Quand on vous dit que le système bancaire a ceci comme problème, on vous dit que le système bancaire ne finance que ceci ou cela. Moi, aujourd'hui, je mets quiconque au défi de dire qu'il y a un projet bancable qui a été présenté aux banques et qui n'est pas financé.
Aujourd'hui, le niveau de la concurrence qui a été créé est tel que les banques s'arrachent les plus petits clients solvables. Les dossiers qui n'ont pas une réponse favorable, ce sont des dossiers qui ne répondent pas aux normes et qui peuvent circuler entre toutes les banques sans être financés. Mais les dossiers bancables, les dossiers sérieux, il n'y en a aucun qui aujourd'hui dans ce domaine. Et là, comme l'a dit M. le directeur, la meilleure réponse, c'est ce qui se fait sur le terrain. Quand nos partenaires, quand nos entreprises, quand vous, la télévision, vous, les employés de la télévision, savent que vous avez une banque qui vous accompagne, qu'elle vous restitue vos dépôts à tout moment, qu'elle vous donne votre carte à première demande, qu'elle vous permet de transférer ce qui est transférable au vu de la loi. C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. Les évaluations qui se font, comme l'a dit M. le directeur, elles se font par des regards externes. Le système bancaire a été utilisé il n'y a pas longtemps par des cabinets internationaux, les cabinets, mais vraiment de très grand niveau. C'était Deloitte, c'était PricewaterhouseCoopers, c'est de très grands cabinets. Et les résultats, comme il l'a assez bien dit, comparés à des pays et des régions avec lesquels nous sommes comparables, nous nous trouvons toujours dans la moyenne supérieure. Donc, allez-y donc, elle a, pour compléter ce qu'il avait dit, le régulateur est là. Il ordonne, il contrôle chaque mois, chaque semaine, chaque année. Et il met les garde-fous, là, ça doit être. Et quand il faut amputer, il ampute. Mais il a oublié de dire que nous avons aussi un mécanisme de solidarité qui fonctionne et qui a été mis à l'épreuve une seule fois et qui a très bien fonctionné. Et ces dernières années, le banque a eu des difficultés. Il a fallu que le régulateur décide de la liquider conformément à la loi et suivant les procédures prévues par le Code de commerce. Mais les déposants, notamment les plus fragiles, parmi eux, les particuliers, ont tous été indemnisés. À l'époque, je pense que plus de 94% des déposants ont été indemnisés à 100%. Donc, notamment les plus faibles. Donc, si vous voulez, c'est un tout. On régule, on supervise, on contrôle. Mais quand il s'agit de couper, on coupe. Mais on essaie de faire en sorte que les conséquences de cette coupe soient les plus atténuées possibles, notamment pour les populations les plus fragiles. Et donc, pour enclencher et mettre tout ceci, si vous voulez, en synchronisation, la place financière va connaître, au regard de ce séminaire qui n'est qu'en fait la face visible d'un iceberg plus important, de très grands développements. Et ce développement aura de nouvelles entités financières, monsieur le conseiller les a appelées. Mais je le rassure, les banques ne voient pas de concurrence dans ces institutions, parce que toutes les opérations finiront par se déjouer dans un compte bancaire. Voyez-vous, donc, quelle que soit l'entité qui va faire des prestations, que ce soit le transfert d'argent, le solde définitif ira. Donc, et ça pourra même être un nouveau vecteur qui va accompagner la bancarisation, qui va nous aider. L'essentiel, c'est que le pays, je voudrais que les populations sachent qu'ils ont des autorités monétaires qui veillent à ce que les produits qui leur soient soumis, les institutions avec lesquelles elles travaillent, l'avenir et ce qui nous va se passer ailleurs, sera à leur portée. C'est le plus intéressant. Et c'est le plus important pour nous tous. Nous, en tant que banque, nous sommes satisfaits du système actuel. Et nous sommes les banques sont tout à fait prêtes pour accompagner toutes les mesures innovantes que notre tutelle, qui est, comme l'a dit M. le directeur, aussi notre partenaire. Et je saisis l'occasion ici, au nom de la profession bancaire, et même de la profession financière en général, pour remercier la Banque centrale, le gouverneur, ses collaborateurs, pour l'esprit de coopération, pour surtout la réactivité, parce qu'à chaque fois, comme l'a dit M. Dieng, que nous montrons quelque chose de pertinent, la Banque centrale nous accompagne immédiatement. Et ça, c'est une source de satisfaction. Nous avons été un petit pays assez audacieux qui, depuis 1973, a décidé, moins de 13 ans après son indépendance, a décidé de prendre comme d'habitude, nous sommes rebelles au tutorat, nous avons pris nos destinées à main, et depuis lors, nous les avons toujours, et aujourd'hui plus que jamais, nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons fait un chemin, je pense, satisfaisant et surtout une très bonne fierté pour nous. Et là, nous sommes en train de démontrer que nous aurons une place financière, en dépit des moyens que certains pensent limités. Nous pouvons avoir une place financière aux standards opérationnels, aux standards internationaux et offrant tous les services de qualité et surtout donnant aux partenaires externes et aux citoyens clients des banques toutes les garanties requises pour le sérieux et la solidité de notre système. Je vais rester avec vous. Quelles sont les contraintes que les banques mauritaniennes peuvent rencontrer? En fait, les banques mauritaniennes, M. le directeur en a cité quelques-unes. L'un des premiers éléments auxquels que les banques rencontrent, les principales difficultés rencontrées, était d'abord la présence d'un secteur informel très important. Aujourd'hui, beaucoup d'argent circule en dehors du circuit officiel. C'est une contrainte. Nous nous attelons, justement avec la Banque centrale,
à faire en sorte que ces ressources qui peuvent être importantes pour l'économie nationale intègrent le circuit officiel. Nous souhaitons tous et nous mettons en place les mécanismes nécessaires pour capter cette épargne qui n'est pas oisive, mais qui quand même ne bénéficie pas à l'économie nationale. Parce que, comme l'a dit M. le directeur général, toute épargne, tout dépôt déposé dans une banque est une nouvelle capacité donnée à cette banque à financer. Le tissu économique de base que vous voyez aujourd'hui autour de vous, toutes ces stations-service qui se développent à VDI, toutes ces boulangeries, toutes ces menuiseries, toutes ces unités industrielles, petites, toutes ces pharmacies, tout ça c'est financé par les banques. Elles n'ont pas les moyens de financer des projets structurants de grande envergure. Quoi qu'elles contribuent, l'aéroport de Nouakchott a été accompagné, a été en grande partie financé par des banques. Mais leurs possibilités leur permettent de financer le tissu moyen, la classe moyenne existante. Et c'est le financement des banques. Et c'est parce qu'elles sont régulières et accompagnées qu'elles peuvent faire ça. Donc, une autre contrainte que nous avons, qui concerne l'informel, c'est la persistance d'un certain nombre d'activités en dehors du circuit officiel. Il y a aujourd'hui des personnes qui prêtent de l'argent en dehors des banques, et en dehors des établissements financiers. Vous connaissez le phénomène Chipeco, vous avez entendu parler, vous savez les côtés, vous entendez parler du côté légal ou du côté moral. Nous considérons qu'il y a aussi un côté économique, que ces personnes qui ont la possibilité de prêter de l'argent, ce sont des personnes qui n'ont aucune raison de déposer